Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter tous les événements du roman de la boîte à merveilles d'une façon globale et concentrée. Et pour bien organiser notre travail, on va commencer par une biographie d'Ahmed Safraoui, après une identification du texte, et par la suite une lecture globale de l'œuvre, puis définir les personnages du roman, et enfin l'analyse des chapitres. Alors, qui est Ahmed Safraoui? Ahmed Safraoui est un écrivain marocain, né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. Il a grandi à la Médina traditionnelle de Fès. Ses parents étaient berbères. Et comme la majorité des enfants de son époque, il a fréquenté l'école coranique Le Msid. Les souvenirs de cet endroit sont relatés dans ses œuvres, puis il a fréquenté l'école française et après le collège de Fès. Plus tard, il deviendra fonctionnaire chargé de la protection du patrimoine de la ville de Fès, puis aura la direction du tourisme à Rabat. Il est considéré comme initiateur de la littérature maghrébine d'expression française. Parmi ses œuvres, on trouve Le Chapelet d'Ambre, Le Jardin des Sortilèges, La Maison des Servitudes, ainsi de suite. Deuxièmement, l'identification du texte. Alors, cette œuvre a pour titre La boîte à merveilles. Son auteur, c'est Ahmed Safraoui. Le genre, c'est un roman autobiographique et le type narratif descriptif. La date d'écriture, c'était en 1952 et la date de parution en 1954. Le siècle, bien sûr, c'est le XXe siècle et le contexte historique, c'était le moment du protectorat français. Pourquoi? Parce que la date du récit, c'était en 1921. Troisièmement, la lecture globale de l'œuvre. Alors, le narrateur dans cette œuvre a souhaité partager avec le public, dans ce roman, ses souvenirs d'enfance à l'âge de 6 ans à Fès. Il a raconté les événements marquants d'enfance de Sidi Mohamed qui est le personnage principal. Ses moments de solitude, superstition, le voisinage, l'école coranique, la solidarité entre les familles traditionnelles en projetant le public sur l'exemple critiquable à la vie au sein d'une famille marocaine. Et en utilisant une technique narrative qui s'appelle le flashback, c'est-à-dire le retour en arrière dans la narration, le narrateur adulte revient à ses souvenirs d'enfance. Quatrièmement, les personnages. Commençons par Sidi Mohamed qui est le personnage principal. C'est un petit enfant qui habite Dar Chouafa, âgé de 6 ans. C'est un Fessi d'origine montagnarde, aime beaucoup sa boîte à merveilles, qui contient des objets hétéroclites, c'est-à-dire de n'importe quoi. Il se sent seul, même quand il est homicide, et parfois il souffre des fréquences coliques au ventre. Le deuxième personnage, c'est Abslam, le père du narrateur. C'est un homme d'origine montagnarde, s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal, situé à une 50aine de kilomètres de la ville. Exerce le métier du tisserand. Grâce à ce métier, il vit à l'aise. C'est un homme fort, de haute taille, barbu, à la quarantaine. La mère du narrateur, Lalla Zoubida, qui prétend être la descendante du prophète, croit aux superstitions, a un teint d'ivoire, ses yeux reflètent une âme d'enfant, a une bouche généreuse et un nez court, âgé de 22 ans, n'est pas coquette, se comporte comme une vieille femme. Troisième personnage, c'est la voyante Tante Kenza. C'est une voyante habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble où réside la famille du narrateur. Le quatrième personnage, c'est Driss Laouad, l'époux de Rahma et le père de Zineb, fabricant de charrues. C'est le voisin de la famille du narrateur, habite au premier étage. Rahma, c'est la femme de Driss Laouad et mère de Zineb, occupant une seule chambre au premier étage, obligée de faire la cuisine sur le palier. C'est une femme brune, jolie et toujours souriante. Et Zineb, la fille de Driss Laouad et de Rahma, d'un âge plus du narrateur. Le narrateur, bien sûr, ne l'aime pas. Le cinquième personnage, c'est Mohamed qui est le jardinier. Sa femme s'appelle Fatima al-Bziouia. Alors il partage la deuxième étage avec le narrateur.
Le sixième personnage, c'est Abdullah l'épicier. Il a peu de clients, mais il a beaucoup d'amis. Les habitants du quartier ignorent son domicile. Sa boutique est située à Al-Haffarin. Il raconte des histoires qui fascinent les auditeurs. Le narrateur est parmi les fascinants de ces histoires. Il a toujours à la main un chasse-mouche qu'il agite quand il raconte ses récits. Le septième personnage, c'est le maître de l'école coranique, le fiqh. Il somnole pendant que les écoliers psalmodient les versets du Coran et il distribue des coups de baguette au hasard. Le huitième personnage, Sidi al-Arbi al-Alawi, c'est le mari de la Aïcha. C'est un fabricant de babouches. Il se dispute avec son associé Abdelkader, qui était d'abord un ouvrier dans son atelier. Et la Aïcha, l'ancienne voisine de la famille du narrateur, amie de la mère du narrateur. Elle a 2 petites pièces au 2e étage dans l'impasse de Zanqat al-Hajjama. Son visage inspire le dégoût pour le narrateur. Le 9e personnage, c'est Driss, surnommé le Teigneux. C'est un apprenti du père du narrateur. La 10e, c'est la Laftom, c'est la caissière du bain mort. Le 11e, c'est Allal le fournier, le mari de Khadija, qui est la sœur de Rahma. Ne pouvant pas enfanter, elle consulte toujours les guérissons, les fiqh et les chouafa, et il finit par avoir un enfant. Le 12e, c'est l'oncle Othman, c'est un vieil homme, c'est l'époux de Lalla Khadija, qui est beaucoup plus jeune que lui. Mbarka, c'est sa vieille esclave. Le 13e, c'est Sidi Mohammed Ben Tahar, c'est le coiffeur qui a une barbe blanche, souriant toujours. Sa fille épouse Moulay al-Arbi al-Alawi et sera divorcée. Le 14e, c'est Hammousa, c'est un condisciple du narrateur à l'école coranique. Il est surnommé par ses camarades Hammousa à cause de sa petite taille. Son vrai nom, c'est Azzouz Barrada. Le 14e, c'est Hammousa, c'est un condisciple du narrateur à l'école coranique. Il est surnommé par ses camarades Hammousa à cause de sa petite taille. Son vrai nom, c'est Azzouz Barrada. 15e, c'est Abdelrahman, c'est un coiffeur et barbier. Depuis son installation à Fès, le père du narrateur se fait raser les cheveux chez lui. Et comme tous les barbiers, il exerce plusieurs métiers. Et le narrateur n'aime pas ces Abdelrahman car il sait qu'un jour, ce dernier sera chargé de le circoncire. L'avant-dernier, Sidi al-Arrafi, c'est un voyant aveugle qui habite au quartier Safah. La Aïcha et la mère du narrateur le consultent à propos de leur misère. Et la dernière, c'est Salama, c'est une marieuse professionnelle à une voix d'homme. Après avoir défini tous les personnages, on va commencer maintenant à analyser tous les 12 chapitres. Commençons par le premier chapitre. Alors maintenant, le narrateur adulte se souvient de son enfance. Il habite avec sa famille d'Archouafa, au fond d'une impasse. Cette maison porte le nom de Darchouafa. Pourquoi? Parce qu'il y habite. Et comme d'habitude, le narrateur se lève de bonne heure pour aller au Msid, situé à la porte de Derb Nouala. Son maître, qui est le fiqh, est un grand maigre barbu et coléreux. Sidi Mohammed se sent seul, rêveur, sa tête est peuplée par des histoires fabuleuses. Il était différent des autres enfants qui jouissaient dans le réel. Il aime courir dans le derb et surtout vider sa boîte à merveilles. Pourquoi? Parce qu'il préfère le monde invisible, imaginaire. D'après la page 7, il dit « Je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles ». Le narrateur redoute d'aller au bain mort et le considère comme un enfer à cause de la température, la vapeur et le va-et-vient et les personnages de cauchemar donnés à l'enfant des sentiments de peur, de malaise et de solitude. Alors que sa maman Lalla Zoubida raconte le lendemain les disputes qui ont lieu dans le bain mort. Elle soutient devant les voisines que les siens sont d'origine noble et qu'ils sont des descendants du prophète. Et l'événement marquant dans ce chapitre, c'est la dispute de la maman Lalla Zoubida avec Rahma, la femme du premier étage, avec des insultes et des invectives violentes à cause de son tour de lessive. Chapitre 2.
Après la dispute de la mère du narrateur avec Rahma, l'enfant nous raconte son histoire de chaque mardi homicide qui le déteste car il doit réciter les chapitres de Coran appris depuis l'entrée à l'école. Et bien sûr, il révèle des sentiments de peur, de souffrance et la méfiance. Alors que ce mardi, l'ancienne voisine de la famille du narrateur, Lalla Aïcha, conseille à la mère qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Sidi Bou Ghaleb. Pourquoi? Pour conjurer le mauvais œil qui a frappé son fils et lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. Et bien sûr, la mère cède aux paroles et aux objurations de son hôte, Lalla Aïcha. À l'arrivée au mausolée, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha se mettent à implorer en égréniant leur chapelet de griefs et de problèmes devant le catafalque. Et pendant que la préposée au mausolée fait la prière à la faveur des deux femmes, un chat donne un coup de griffe au narrateur. Et ça, on peut le considérer comme un événement marquant dans ce chapitre. Et le lendemain, le garçon blessé ne va pas au homicide et cela le rend heureux. Le narrateur, quand il se réveille, il entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisins. Et ça, c'est une habitude chez les voisins d'échanger les salutations entre eux. Alors que l'enfant est content et se régale avec 2 beignets que la voisine Fatma al-Bziouyia lui apporte. Et comme d'habitude, l'apprenti du père Abslam, Driss le Teigneux, vient pour faire les commissions du ménage. Et le narrateur deviendra très content lorsque Rahma lui offre un éléphant en verre et décide de le ranger dans sa boîte à merveilles. Chapitre 3. Après 2 jours et demi de repos de convalescence, le narrateur va au homicide, c'était le jour du vendredi à l'après-midi. Et la fin de cours, c'est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. Et de retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma al-Bziouyia. Et après le dîner, Lalla Zoubida demande à son époux d'acheter une lampe pareille. Effectivement, le jour suivant, le père lui apporte, et ça, considérant comme un événement marquant. Venons ensuite à l'événement imprévu qui se produit. C'est la disparition de Zineb lorsqu'elle accompagne sa maman à un baptême. Et bien sûr, toutes les femmes du quartier viennent réconforter sur leur misère, mais cette disparition de Zineb réjouit le narrateur parce qu'il la déteste. Venons à un événement marquant aussi dans ce chapitre, c'est que la mère se dirige en compagnie de Fatma al-Bziouyia vers Moulay Driss pour l'implorer de venir en aide à la famille de la disparue. Heureusement, les 2 femmes la retrouvent dans un asile. Le jeudi suivant, le père de Zineb, Driss Laouad et sa femme Rahma organisent un repas pour les pauvres et les mendiants en guise de remerciement à Dieu. Et après le départ des cheminots, Rahma invite les voisines et leur sert des mets délicieux et l'enfant mange avec Zineb. Le soir, le garçon est triste. Il vide alors sa boîte à merveilles et se met à rêver. Chapitre 4. Nous sommes dans les premiers jours du printemps. Le narrateur et sa mère vont rendre visite à Lalla Aïcha. Alors les 2 femmes passent leur temps à parler et à débiner les gens, et le petit enfant Sidi Mohamed joue avec les enfants des voisins en invitant les scènes de ménage et de mariage, et le jeu se termine par une dispute. Après, Moulay al-Arbi retourne chez lui. Alors il plonge Lalla Aïcha dans la consternation. C'est un événement malheureux. Elle parle d'un pacha. Soudain, elle se met à pleurer et la mère du narrateur la console. À la tombée de la nuit, le père Abslam vient chercher sa femme et son fils. Le jour suivant, c'était le vendredi, la mère révèle au père la cause de chagrin de Lalla Aïcha. C'était la dispute entre Moulay al-Arbi et son associé Abdelkader. Le problème qui est, c'est Moulay al-Arbi a emprunté de l'argent à son associé et ce dernier a nié sa dette.
chose qui a poussé la victime, qui est Moulay al-Arbi, de poser des plaintes contre cet arnaqueur qui est Abdelkader. Malgré ces plaintes, la victime n'a pas pu faire justice. Le pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu gain de cause. Alors que Sidi Mohammed est surtout occupé par sa boîte, qui lui permet de s'éloigner des problèmes et de se soustraire aux tracasseries de la vie. Et dans ce chapitre, il y a aussi les récits de l'épicier Abdullah, qui est un homme énigmatique, a peu de clients mais beaucoup d'amis. Il a aussi des ennemis qui cherchent à lui nuire. Oui, Abdullah suscite tantôt l'antipathie des uns qui lui calomnient, et tantôt la sympathie des autres qui lui soutient. Et par une soirée d'hiver, le père Abslam raconte à sa femme l'histoire d'Abdullah et ses récits. Et rarement de trouver ça. Chapitre 5. C'était un mercredi. Le maître de l'école est heureux et gentil avec les écoliers. La raison de son bonheur est l'avènement d'Ashura, occasion pour la réfection de l'école. À cet instant, les enfants sont libérés pour le reste de la journée et Sidi Mohammed est très content. Mais cette joie est altérée par l'absence de la mère, qui est partie avec l'Aïcha. Et lorsque la mère est de retour, elle chuchote aux voisines l'histoire de son ami. Elle leur raconte les problèmes de l'Aïcha. Venons à un événement marquant dans ce chapitre, c'est Moulay al-Arbi qui est ruiné par le procès vendu en faveur de son ennemi Abdelkader, alors que sa femme vend tous les bijoux et meubles qu'elle possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. Et au moment où la mère achève son récit, un hurlement déchirant s'élève. C'était la mort de Mohammed ben Tahar que la vieille esclave Mbarka vient d'informer les femmes. Et bien sûr, Lalla Zoubida va présenter ses condoléances à la femme du défunt et Sidi Mohammed l'accompagne. Et lorsque ce dernier revient chez lui, il songe à la mort et à l'enterrement. Et pour le consoler, le père Abslam lui raconte une histoire afin de lui faire comprendre que certains morts sont accompagnés d'anges au paradis. Mais l'enfant reste ennuyeux, sombre, partant dans une tristesse profonde. Il pense qu'il va mourir et se met à imaginer son propre cortège funèbre. Et il s'endort en faisant des rêves. En se réveillant le matin, il est dispensé de sa maman d'aller à l'école coranique et gratifié ensuite d'un beignet. Le narrateur est fatigué, lassé de suivre les activités journalières des femmes. Il s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. Puis sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuir. Mais le chat efflanqué de Zineb lui dérobe la chaîne qu'il a nettoyée avec une grande application et s'enfuit. Voyant que c'est la fillette qu'il a chargé de lui voler. Il se précipite alors sur elle et une violente dispute éclate entre les deux ennemis. Chapitre 6. 8 jours avant la fête d'Ashura, le msjid est nettoyé et badigeonné à la chaux par les écoliers. Seuls les plus grands sont admis à cette tâche, et cela déçoit le narrateur. Mais le jour suivant, il est nommé chef d'équipe qui doit astiquer le sol, et le soir, il revient à la maison harassé, très fatigué, mais se vante, il est fier devant ses parents de ses exploits. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre. Le matin, sa mère le retient d'aller à l'école coranique. Elle compte l'emmener avec elle pour lui acheter les vêtements de la fête. L'on saute de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de tort. Il rêve d'être un chevalier fort et après une courte réprimande, sa mère l'emmène avec elle. Et en passant par le rez-de-chaussée, la Chouafa demande à la mère de lui apporter avec elle du tissu. Chemin faisant, la mère rencontre une voisine de l'Aïcha. Il rapporte que l'homme ruiné, qui est Moulay al-Arbi, s'est remis sur ses pieds.
Alors que Sidi Mohammed, surprenant par les chatoiements des tissus exposés dans les boutiques de la Qisariya, il est très content. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre. C'est que la mère achète une cotonnade blanche, un gilet pour son fils, puis une satinette pour la chouafa. Et en entrant, le garçon fait des grimaces à Zineb, alors que sa mère le rudoie, et il éclate en sanglots. Sidi Mohammed est triste, abandonné dans un coin. Il rêve de devenir prince galant et puissant, mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, il mangea à contre-cœur la viande en navet. Et au cours du déjeuner, il entend chanter Lalla Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman. Bien sûr, elle est heureuse. Et Rahma va raconter l'histoire de ce couple, après avoir cédé aux prières des voisines. Le vendredi dernier, l'oncle Othman est sorti de bonne heure pour aller faire des commissions à la Joutria. Il y a une foule de clients devant la boutique du boucher. Impationnant, le vieil homme jette des boutades, désobligeantes au boucher. À ce moment, Sidi Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. Et la bête s'empare de sa babouche qui a sauté et s'enfuit. L'homme poursuit le chien et récupère son bien. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. Il revient chez lui sans provision et offre à sa femme une rose pour la calmer, et cette dernière le maltraite. Chapitre 7. Alors les préparatifs d'Ashura commencent. Les femmes s'achètent des tambourins et des bendirs 2 jours avant l'Ashura. Le père Abslam achète au narrateur une trompette. Sidi Mohammed ne tarde pas à commencer son jeu et à faire résonner l'instrument quand à l'écolier Hammoussa envoyé par le fqih vient de le chercher. On a besoin de lui pour l'équipement des lustres. Et les écoliers s'activent à la besogne comme des fourmis. Ils terminent le travail avant le coucher du soleil et retournent chez eux. Et quand l'enfant rentre chez lui, il trouve sa mère ennuyée car le pétrole de la lampe s'est épuisé. Elle prie Driss Aouad, le voisin, de lui en apporter. Et cette nuit, le garçon dort bercé par son bonheur. Son père lui fait part de son intention de l'emmener avec lui demain au souk pour qu'il choisisse ses jouets. Arrivons à un événement qui est marquant dans ce chapitre. C'est que le matin, après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Il achète des jouets, un cierge avant de se rendre chez le coiffeur. Alors que l'enfant n'aime pas cette personne sarcastique qui le circoncierait un jour. Et il y a des clients qui viennent demander au barbier des remèdes pour leur maladie. Car ce coiffeur exerce beaucoup de métiers. Et après de longs palabres et la saignée d'un client, le coiffeur Si Abdelrahman rase la tête du narrateur et lui blesse. De retour à la maison, le garçon mange vite afin de pouvoir jouer avec Zineb et d'autres enfants jusqu'au coucher du soleil. Après un bain douloureux, il mange et s'endort. À 3 heures du matin, sa mère le tire d'un sommeil doux. Il s'habille des vêtements neufs et se chausse de ses babouches neuves et se dirige vers le msid. Et dans la rue, le père lui donne 5 francs et un cierge pour le fqih. Arrivons à un événement marquant aussi dans ce chapitre. Dans le msid éclairé, les écoliers psalmodient le Coran avec ferveur. Aujourd'hui, ils fêtent l'Ashura. Et à cette occasion, le fqih accorde à ses disciples 3 jours de vacances. Après le déjeuner, au cours duquel il s'est régalé de gâteaux, le père emmène avec lui le narrateur au sanctuaire Moulay Idriss pour accomplir ses prières. Et l'enfant passe l'après-midi à écouter les récits sentethniqueux de la voisine ancienne Lalla Aïcha qui rend visite à sa mère. Elle dit que les affaires de son mari prospèrent et ça marche bien. Et au moment où la visiteuse Lalla Aïcha veut lui confier un secret,
la mère envoie son fils jouer sur la terrasse et le soir, la femme part. Chapitre 8. Les jours sont ensoleillés, alors que la chaleur a pour cause le retour des insectes, qui ont été disparus depuis l'installation de la famille grâce aux efforts de la mère Lalla Zoubida. Mais maintenant, ils envahissent la maison. Et les écoliers n'étudient plus dans le Msid. Ils déménagent dans un petit sanctuaire arbitrant la tombe d'un saint. Alignés derrière le frère, ils font leur prière dans ce lieu. La bienveillance inhabituelle du maître et le changement du décor ont un effet bénéfique sur Sidi Mohammed. Et le père Abslam est fier de ses progrès, car le frère lui a dit que son fils deviendra un savant à l'avenir. Mais l'enfant ne désire pas devenir un savant. Il apprend studieusement, uniquement pour faire plaisir à ses parents. Et au cours de la récitation, son imagination erre ailleurs. Venons à l'événement marquant dans ce chapitre. Le père annonce un lundi son intention de se convertir dans la fabrication des haïks à la place de djellaba parce que les haïks sont plus demandés. Le déjeuner fini, le père Abslam a promis sa femme de lui acheter des bijoux. Chose qui a préoccupé l'enfant par une comparaison des bijoux aux fleurs. Comparaison qui fait rire les parents et l'enfant déteste la moquerie des grands aux petits et plonge dans une réflexion sur les fleurs et les bijoux. Et pendant ce temps, sa mère échange des propos avec Fatma al-Bziouyia et lui demande de l'accompagner au souk. Venons à un autre événement marquant. Après la prière de l'Asr, le père emmène sa femme, la voisine Fatma al-Bziouyia et son fils au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Malheureusement, le père s'énerve, perd ses traces et se dispute avec le courtier des bijoux car ce dernier veut l'arnaquer. Chose qui a entré le juge dans ce sujet. Et l'enfant, sa mère et la voisine Fatma al-Bziouyia rentrent à la maison. Lalla Zoubida et son fils passent la nuit sans lumière, en pleurant et en attendant le retour du père Abslam, qui revient tard apportant les bracelets, mais la mère les considère comme un signe de mauvais augure et les reçoit à contre-cœur. Cette nuit, le narrateur a fait un cauchemar à cause du problème de ses parents. Et lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au Msid et cette fois-ci, il garde le lit toute la journée. Dans ce jour, Lalla Aïcha, l'ancienne voisine, vient leur rendre visite après que la mère a abandonné la mésaventure du souk. Chapitre 9. Le garçon se réveille le soir du jour suivant, mais il a encore mal, à cause de la fièvre, et les parents en sont tristes. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre, et aussi considéré comme l'une des idées principales de ce roman. C'est que le père Abslam informe sa femme qu'il est ruiné, et il fait part de son intention de travailler comme ouvrier moissonneur dans les environs de la ville, après avoir vidé le capital et vendre tout. Alors le matin, le père part, et le petit garçon éprouve le vide autour de lui. C'est la première fois qu'il a senti ce type de solitude. Après, la voisine Fatma al-Bziouyia lui apporte un breuvage à la menthe sauvage qu'il boit de mauvais gris. Il ne le veut plus. Après le déjeuner, la mère sort pour aller rendre visite à son amie Lalla Aïcha et le narrateur reste dans son lit. Et après un certain temps, il vide sa boîte à merveilles pour tromper l'ennui causé par l'affreuse attente du retour de sa maman. Mais les objets qu'elle contient lui inspirent le chagrin, ils n'ont pas créé pour lui le bonheur. Le soir, bercé par les bruits de l'orage,
et le son d'une flûte mystérieuse, il dort avec peine. Le matin, la mère le réveille et lui promet une omelette qu'il aime beaucoup, puis l'emmener au sanctuaire Sidi Ahmed Tijani pour se recueillir et par la suite se dirige vers la maison de Lalla Aïcha. Et le dernier événement dans ce chapitre, et qui est marquant, c'est que les deux femmes, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, ont l'intention d'aller consulter Sid al-Arrafi, le voyant aveugle, pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui frappent. Chapitre 10. Alors un garçon conduit Lalla Zoubida, Lalla Aïcha et l'enfant chez le voyant aveugle Sid al-Arrafi dans un décal sordide et sombre. Arrivé dans la chambre du voyant, le narrateur se met à épier l'homme et le lieu en fixant son œil sur le panier qui lui rappelle à sa boîte à merveilles. Après, l'homme demande à l'enfant de plonger sa main dans le panier et de saisir un objet sans le voir. Ce dernier accorde et obtempère et prend une boule en verre. Et après un court rituel, le voyant conseille au narrateur de revenir toujours vers soi lorsque la solitude et le malheur l'assiègent et l'emprisonnent. À son tour, Lalla Aïcha plonge la main dans le panier et en tire un coquillage. Et l'homme la rassure et réconforte en disant que le beau temps succède toujours à la pluie. Après vient le tour de Lalla Zoubida qui sort du panier une perle noire à dessins multicolores. Et le voyant lui conseille de visiter les sanctuaires de la ville qui lui accordent leur protection. Et après avoir glissé des pièces de monnaie dans la main du voyant, les deux femmes s'en vont. Le narrateur maintenant rayant de joie. Soudain, il s'agrippe au haïk de sa mère de crainte d'être vu par le fqih qui passait dans la rue. Chemin faisant, la mère refuse d'acheter à Sidi Mohammed une grenade qui n'est pas encore mûre. Et lorsqu'ils reviennent à la maison, la mère cache aux voisines ce démarche auprès du voyant de peur d'éventer et de publier les secrets de la famille. Venons à l'événement marquant dans ce chapitre, c'est que pendant l'absence du père, le garçon n'ira pas au Msid. Il tiendra compagnie à sa mère pour que chaque semaine l'emmène prier dans un sanctuaire. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Il vient de la part du père absent. Il remet à la mère un pot de beurre, une douzaine d'œufs, une bouteille d'huile et de l'argent avant de s'en aller. Et le dernier événement marquant aussi dans ce chapitre, c'est la voix et l'enthousiasme qui envahissent la mère et l'enfant. Et comme d'habitude, la femme fait don d'une part des œufs aux voisines. Le soir, Lalla Aïcha arrive et partage avec la famille sa joie et les 6 œufs restants. Chapitre 11. Le jour suivant, la mère et le narrateur se rendent chez Lalla Aïcha qui leur a invité. Ils la trouvent en train de mener une guerre acharnée contre les mouches. Après que Lalla Aïcha a préparé les ustensiles du thé, les deux femmes entament une longue conversation quant à l'arrivée de Salama, la marieuse professionnelle. Arrivons à l'événement marquant dans ce chapitre, c'est que la marieuse commence par demander pardon à Lalla Aïcha, car c'est à cause d'elle que Moulay al-Arbi s'est marié avec la fille du coiffeur. Et puis, elle annonce le divorce imminent et proche de ce dernier couple. Elle commence à raconter comment Moulay al-Arbi l'a abordé dans le souk et lui a demandé de lui trouver une autre épouse pour avoir des enfants. Et au milieu du récit, le garçon demande à sa mère de vouloir aller aux toilettes. Il descend au rez-de-chaussée afin de se soulager. Et une voisine le remonte parce qu'il n'a pas fermé la porte des toilettes et l'enfant éclate en sanglots. Une dispute est sur le point de survenir dans l'intervention de Salama qui calme les femmes.
Puis, la marieuse continue son récit, expliquant les fantaisies et la jalousie de la fille du coiffeur gâtée par sa mère. Et le récit s'est interrompu par l'arrivée de Zhor, une voisine qui vient demander de la menthe, alors que le Laïcha lui a invité à s'asseoir avec eux. Effectivement, elle reste pour siroter un verre de thé. Et le dernier événement marquant dans ce chapitre, c'est que la nouvelle arrivant de Zhor confirme que le divorce en question ne tardera pas à avoir lieu à cause des folies de l'épouse. Après, les 4 femmes parlent en diatribe contre la famille du coiffeur. Arrivons au dernier chapitre. Le narrateur est admiré par les couplets et les chansons que les femmes habitantes entonnaient. Il rêve de devenir un compositeur d'une chanson titrée par le nom de Zhor, car cette femme gentille hante ses souvenirs. Au milieu des chants, un garçon arrive. Le narrateur en éprouve une grande appréhension. Il s'agit de Allal Yaqoubi, son condisciple homicide. Il est envoyé par l'Ofké afin qu'il s'enquiert de l'état de santé du narrateur. Et la mère lui répond que l'enfant ne peut aller présentement à l'école coranique. Et ce qui comble le garçon, c'est la nouvelle annoncée par Zineb, le retour du Ma'allim Abslam, car elle a aperçu au souk. Venons à l'événement marquant dans ce dernier chapitre, c'est le retour du père, qui rapporte avec lui 2 poulets, des œufs, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives et un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Et bien sûr, tout le monde est content. Autre événement marquant dans ce chapitre, c'est que Driss Aouad monte saluer le père et l'informe que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier. Et au cours d'une longue conversation entre le Ma'allim Abslam et Moulay Larbi, Sidi Mohammed prend sa boîte à merveille et se met à rêver de devenir un prince dans un château. Et maintenant, on va faire un résumé sous forme de 20 questions-réponses, souhaitant une bonne compréhension de l'œuvre présentée. Commençons par la lecture de chaque question. La question 1. Où le narrateur habite-t-il? Pourquoi la maison porte-t-elle ce nom? Question 2. Quel est le trait de caractère saillant du narrateur? Question 3. Quels sont les éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain? Question 4. Qu'est-ce qui montre que ce récit est autobiographique? Question 5. Où apparaît la tendance du narrateur folklorique? Question 6. Que contient la boîte à merveilles? Question 7. Pourquoi la mère du narrateur s'est-elle disputée avec sa voisine Rahma? Question 8. Pourquoi le narrateur appréhende-t-il le mardi? Question 9. Pourquoi la Laïcha conseille-t-elle à la mère de se rendre avec le narrateur au sanctuaire Sidi Ali Bouraleb? Question 10. Quel métier le père du narrateur exerce-t-il? Question 11. Qui a trouvé Zineb et où? Question 12. Pourquoi les écoliers ont-ils nettoyé et badigeonné à la chaux le msid? Question 13. À quelle occasion a-t-on acheté des jouets au narrateur? Question 14. Pour quelle raison le narrateur est le barbier Si Abdelrahman? Question 15. Pourquoi le père du narrateur emmène-t-il sa femme et son enfant au souk des bijoux? Question 16. Quelle est la cause de la ruine du père? Question 17. Qu'est-ce que le père décide-t-il de faire pour surmonter ses difficultés financières? Question 18. Pourquoi la Laïcha et la Zoubida sont allés chez le voyant Sid al-Arrafi? Question 19. Qu'est-ce que le père du narrateur envoie-t-il à sa famille? Et la dernière question, quelle est la cause du divorce entre Moulay Larbi
et la fille du coiffeur. Vous pouvez, mes chers élèves, maintenant faire une pause à chaque question pour y répondre aisément avec une pleine concentration. Et maintenant, on va répondre ensemble à chaque question. La première question. Où le narrateur habite-t-il? Alors, le narrateur habite la maison d'Al-Shuwafa au fond d'une impasse. Et pourquoi la maison porte-t-elle ce nom? Tout simplement parce qu'une voyante y habite. Question 2. Quel est le trait de caractère saillant du narrateur? C'est-à-dire, par quoi on peut le distinguer des autres enfants? C'est que le narrateur est un grand rêveur. Question 3. Quels sont les éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain? On peut citer quelques éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain, comme les noms marocains, Driss Aouad, Zineb et Rahma, aussi les mots de l'arabe marocain, Gnawa, Chouafa, Jnoun et Hayek par exemple, aussi les faits de culture marocain, le fqih, voyante, le youyou, les bains morts. Question 4. Qu'est-ce qui montre que ce récit est autobiographique? Alors, les éléments qui montrent que ce récit est autobiographique, la première chose, c'est le pronom personnel « je ». Le narrateur, c'est l'auteur et c'est le personnage principal. Aussi, l'évocation des souvenirs et de lieux réels. La question 5. Où apparaît la tendance du narrateur folklorique? C'est-à-dire où se trouve la culture marocaine dans la narration? On la trouve dans les descriptions minutieuses de certains faits de culture typiquement marocains, comme le bain mort, l'école coranique, les civages à la maison, l'utilisation des mots d'origine arabe ou marocain, l'utilisation des noms marocains, le rite qui se déroule dans la maison de la voyante, etc. La question 6. Que contient la boîte à merveilles? Alors la boîte à merveilles contient une foule d'objets hétéroclites, comme des clous à tête dorée, des encriers vides, des boules de verre, des boutons, des anneaux de cuivre, des cadenas sans clé, etc. La question 7. Pourquoi la mère du narrateur s'est-elle disputée avec sa voisine Rahma? Alors parce que la voisine a fait la lessive le lundi, c'est le jour qui est réservé à la mère du narrateur, vu que les lieux sont étroits. Aussi, elle a sali, essuyé ses habits. Question 8. Pourquoi le narrateur appréhende-t-il le mardi? Il l'appréhende car c'est un jour consacré aux révisions. Les écoliers doivent réciter les versets appris depuis leur entrée au Msid. Question 9. Pourquoi Lalla Aïcha conseille-t-elle à la mère de se rendre avec le narrateur au sanctuaire Sidi Bourghaleb? C'est parce que la mère se sentait mal et croit que son fils est frappé du mauvais œil. Question 10. Quel métier le père du narrateur exerce-t-il? Alors, le Ma'allim Abdeslam exerce le métier de tisserand. Question 11. Qui a trouvé Zineb et où? C'est la mère du narrateur et Fatma al-Bziouyia. Ils ont trouvé Zineb à Dar Kayton, asile des filles abandonnées. Question 12. Pourquoi les écoliers ont-ils nettoyé et badigeonné à la chaux le Msid? Parce que la fête de l'Ashura s'approche. Question 13. À quelle occasion a-t-on acheté des jouets au narrateur? Bien sûr, c'est à l'occasion de la fête de l'Ashura. Question 14. Pour quelle raison le narrateur est le barbier Si Abdrahman? Car il sait un jour le barbier sera chargé de le circoncire. Question 15. Pourquoi le père du narrateur emmène-t-il sa femme et son enfant au souk des bijoux? Alors pour acheter à sa femme des bracelets. Question 16. Quelle est la cause de la ruine du père? La cause, c'est que le père a perdu son argent au cours des enchères au haïk. Au lieu de le fourrer et mettre dans son sac, il le laissa tomber. Question 17.
Qu'est-ce que le père décide-t-il de faire pour surmonter ses difficultés financières? Alors il décide d'aller travailler comme moissonneur dans les environs de Fès. La question 18. Pourquoi Lalla Aïcha et Lalla Zoubida sont allés chez le voyant Sid al-Arrafi? Parce que Lalla Aïcha veut faire revenir son mari qu'il a abandonné et Lalla Zoubida veut remédier au malheur qui a frappé sa famille. La question 19. Qu'est-ce que le père du narrateur envoie-t-il à sa famille? Alors le père a envoyé un pot de beurre, une bouteille d'huile, une dizaine d'œufs et de l'argent. Et la dernière question, quelle est la cause du divorce entre Moulay el-Arbi et la fille du coiffeur? Parce que la fille du coiffeur est fantaisiste et jalouse. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous aider à comprendre tous les événements de cette œuvre. Je vous souhaite un bon succès et à la prochaine vidéo. Au revoir.